France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. Depuis le 7 juillet, la France est devenue un pays européen comme un autre. Aucune formation n'ayant obtenu de majorité à l'Assemblée, notre nation si politique doit désormais apprendre à être dirigée par des alliances. Alors ce matin, voyage en Europe pour comprendre comment fonctionnent nos voisins, coalition, mode d'emploi. Et pour nous guider, 3 invités. Pascale Joannin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Fondation Robert Schuman. À vos côtés, Carole Vinals, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste en civilisation de l'Espagne contemporaine et à distance depuis la Belgique. Paul Magnette, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles, ancien ministre du gouvernement fédéral belge, actuellement bourgmestre de Charleroi et président du Parti socialiste belge. Alors Pascal Joannin, on commence avec vous. Tour d'horizon. Aujourd'hui, en Europe, les coalitions sont la norme, la majorité l'exception. À quel point est-ce que c'est vrai ? Alors on a une publication qu'on fait chaque année qui s'appelle le rapport Schuman. Que vous venez de me remettre comme un cadeau. Exactement. Où on met en effet la situation politique au jour où en effet on publie de chaque État membre de l'Union européenne. Et ce qu'on s'aperçoit depuis 18 ans qu'on fait ce rapport et donc cette carte, c'est que de plus en plus de pays sont en coalition et que de plus en plus ces coalitions comprennent plus de 2 partis. Et je vais prendre 2 exemples comme ça vous permettra de comprendre. En Allemagne, où la coalition à 2 partis a été quasiment la norme depuis 1949, on a eu pour la première fois en Allemagne en 2021, après les élections, une coalition nouvelle, dite Ampel tricolore, avec 3 partis. Idem au Parlement européen, où depuis 1979, l'élection au suffrage universel direct, il y avait toujours une alliance entre 2 partis. Et là, en 2019, donc déjà il y a 5 ans, on s'est aperçu qu'il y avait besoin de 3 partis. Donc on a en effet le centre-droit, PPE, le social-démocrate, où appartient Monsieur Magnette qui nous écoute, et puis les libéraux. Eh bien cette coalition, malgré ce qui s'est passé aux dernières élections européennes, reste majoritaire en Europe. Et on ne voit pas pourquoi, en France, les partis membres de ces partis au Parlement européen qui font une coalition au Parlement européen refuseraient de la faire au niveau national. On va revenir évidemment sur le cas de la France, mais pour bien analyser ce que vous venez de dire, Pascal Joannin, ce ne sont pas les modes de scrutin qui changent, on est bien d'accord, c'est le fait que de moins en moins de partis sont capables d'être majoritaires dans un scrutin donné. Oui, les grands partis dits de gouvernement, qu'on pouvait appeler le parti de droite et le parti de gauche, ont vu leur score s'écréter un tout petit peu. On est passé de 40% à 35, à 30 et aujourd'hui on est un peu en dessous de 30. Et donc ils sont incapables d'obtenir des majorités absolues. Ils sont incapables de faire des majorités absolues. Alors il faut voir quand même que dans beaucoup de pays européens, comme ça permettra de faire la boucle, le mode de scrutin est un mode de scrutin proportionnel. Il faut bien faire attention. Or nous avons cette fois-ci un scrutin majoritaire à 2 tours. Il y a que nous qui l'avons, ce scrutin majoritaire à 2 tours. Et quand bien même, c'est la donc 2e élection législative, puisqu'en 2022, je rappelle qu'il n'y avait pas de majorité non plus pour la majorité présidentielle, qui en était pas loin. Il lui manquait 44 élus. Il y avait déjà eu un exemple aussi pendant la présidence de François Mitterrand. Il en manquait 16, je crois. Mais là, cette fois-ci, il n'y a aucun parti quand on regarde. Il en manque plus de 100. Donc, il n'y a aucun parti qui a gagné, finalement. Celui qui dit qu'il a gagné est un menteur. Et par contre, ça oblige à regarder avec qui on peut s'entendre sur quelques points de programme pour avoir cette majorité qui est à 289 en France. Carole Vinals, le cas de l'Espagne illustre parfaitement ce qui vient d'être dit. Longtemps, le bipartisme a été la norme en Espagne. Oui, tout à fait. Alors en Espagne, il y a quand même plusieurs facteurs qui sont assez singuliers. Bon, c'est du proportionnel, mais ça, vous le savez très bien. Le deuxième facteur, c'est que nous, on vote au niveau territorial. Moi, je vote à Barcelone, par exemple. Et donc, du coup, il y a un grand poids des partis qui sont des partis des autonomies, on va dire. Par exemple, dans la coalition actuelle, on a 11 partis. On a les 2 grands blocs, droite-gauche, donc droite, extrême droite, gauche, plus à gauche. Mais il y a quand même 7 partis, c'est-à-dire 28 sièges sur les 350, c'est-à-dire 8% de la Chambre, qui sont aux mains des différentes autonomies. Donc on a la coalition Canaria, on a les Canaries, on a la Catalogne, mais Catalogne, les partis catalans, il y a la gauche
et la droite, ce qui est très compliqué, des fois, bon, ils sont pas toujours d'accord entre eux. Il y a la Galice, il y a la Navarre, il y a Euskadi avec Bildu et PNU qui sont la gauche et la droite. Donc en fait, 8%, c'est quand même du territorial. Donc ça, déjà, c'est typiquement espagnol. Mais quand on disait quand même que le bipartisme structurait la vie politique espagnole au moins jusqu'en 2015, que deux partis, le PP et le PSOE, régissaient cette vie politique, comment ça se fait que ça s'est étiolé? Alors de toute façon, il y a eu, vous savez, après la crise économique, à partir de 2014-2015, il y a une espèce d'explosion, puisque les élections de 2019, il y a une répétition électorale en 2019, parce qu'il n'arrivait pas à trouver de majorité. Il y avait quand même 19 partis, 19 partis distincts, donc là c'était carrément énorme. Et il y avait quand même des partis qui étaient, on peut dire, assez rigolos, mais qui sont assez représentatifs des problèmes de l'Espagne actuelle. Un parti que j'aime bien qui s'appelle Teruel Existe, avec un siège. Teruel existe. C'est-à-dire qu'il y a tous les partis qui sont représentatifs de ce qu'on appelle l'Espagne périphérique, l'Espagne vide. Et eux, ils avaient, donc il y avait Teruel, je sais pas si vous imaginez, Teruel, c'est vraiment, c'est dans le centre, mais pas que Teruel, il y avait aussi Navarra Xuma qui avait 2 sièges, Teruel Existe et 1 siège, donc, et le parti régionaliste de Cantabrie, 1 siège en 2019. Donc, vous voyez à quel point c'est mis au niveau territorial. Bon, on va essayer de comprendre avec vous comment faire en sorte que tous ces gens se parlent et parviennent à construire des coalitions. Mais avant ça, direction la Belgique avec vous, Paul Magnette. On va revenir évidemment sur l'actualité belge aussi, puisque vous êtes en train de tenter en Belgique de former une coalition. Mais avant cela, quel regard vous portez, vous, sur la situation française et notamment sur ce fait majoritaire qui tente de persister? Ce qui, à mon sens, produit la paralysie de la situation française aujourd'hui, c'est justement l'incompatibilité entre le nouveau paysage politique d'un côté et les fondements du régime politique français de l'autre. La singularité de la France, quand on la replace dans le paysage politique européen, elle se marque à 2 points majeurs. D'abord le fait qu'il y ait un président de la République qui ait des pouvoirs forts, ce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ensuite, ce mode de scrutin majoritaire à 2 tours, qui est aussi quelque chose de relativement unique. En réalité, dans le monde, il y a 2 grands types de démocraties. Il y a des démocraties majoritaires, dans lesquelles on a principalement 2 grands partis et une alternance entre ces 2 grands partis, comme aux États-Unis, comme au Royaume-Uni. On vient de voir les travaillistes remporter les élections après 14 ans de gouvernement conservateur. Ils ont une vaste majorité, ils vont pouvoir appliquer leur programme. C'est un système assez simple. D'un autre côté, on a des systèmes proportionnels où il y a une division de la représentation politique entre 7, 8, 10 partis, et puis ensuite des coalitions de 2, 3, 4, 5 partis qui gouvernent et qui sont des coalitions plus ou moins homogènes. Les 2 systèmes fonctionnent. Le système français, c'est un mélange des 2, avec en plus l'élection présidentielle et un président qui a un pouvoir extrêmement important, pas seulement dans la politique étrangère, mais aussi dans la politique nationale. Et c'est ça aujourd'hui qui est complètement grippé. C'est ce qui explique, à mon sens, pourquoi il sera pratiquement impossible de former une coalition en France. Ce n'est pas que les hommes et femmes politiques français aient moins la capacité de former des compromis que les autres, peut-être un peu quand même, c'est pas trop dans la culture politique française, mais c'est surtout le fait que tous les hommes et femmes politiques ont déjà le regard tourné vers 2027, vers l'élection présidentielle et l'élection législative qui suivra, et qu'ils savent que dans cette élection qui est la mère de toutes les élections dans le système politique français et qui est gouvernée par un système majoritaire à 2 tours, s'ils n'y vont pas unis, ils perdront. Et donc si demain, par exemple, les socialistes, les écologistes formaient une coalition avec les centristes, comme certains l'évoquent, ils briseraient l'unité de la gauche et c'est la défaite assurée pour les élections de 2027. Ça, c'est le raisonnement qu'ils ont, je pense, toutes et tous à peu près à l'esprit et beaucoup à droite, du côté de LR certainement, mais pas seulement, ont à l'esprit le même raisonnement. Et donc, le système français, il a plutôt bien fonctionné tant que la vie politique française était marquée par la présence très forte du clivage gauche-droite. Aujourd'hui, qu'il y a ce bloc d'extrême droite qui n'est pas en état de gouverner, mais qui empêche que se forme une majorité de gauche et qui empêche que se forme une majorité de droite, le système est profondément grippé. Bon, que se passe-t-il en Belgique alors, Paul Magnette? Présentement, on rappelle qu'il y a eu des élections législatives en juin. Et aujourd'hui, ce mercredi 10 juillet, le nationaliste flamand Bart de Wever est chargé par le roi des Belges d'une mission de préformateur dans le cadre des discussions, je cite, qui devraient logiquement aboutir à la formation d'un nouveau gouvernement fédéral. Que se passe-t-il? Racontez-nous. Oui, les négociations sont en cours, elles avancent relativement vite. Mon parti n'en fait pas partie, puisque on a eu une vague de droite assez marquante lors du dernier scrutin.
Et il y aura probablement un gouvernement beaucoup plus rapidement que dans le passé, parce que les électeurs ont fait un choix politique clair. Ça, c'est le hasard qui peut se produire dans un système très proportionnel. Quand il y a un fort éclatement de la représentation politique, on l'a vécu en 2010, on l'a vécu à nouveau en 2019, les négociations peuvent être très longues. On avait mis 541 jours à former un gouvernement en 2010. On a mis 16 mois à former un gouvernement, et c'est moi qui l'ai formé d'ailleurs en 2019-2020, parce que la représentation politique était très éclatée et qu'il fallait assortir des partis qui étaient très éloignés les uns des autres, ce qui est très très compliqué. Cette fois-ci, le choix politique est beaucoup plus net et donc les choses devraient aller beaucoup plus vite. Mais ça dépend de la clarté du choix des électeurs. Pascal Joannin, on vient d'entendre déjà quelques défauts inhérents peut-être à ce système de formation de coalition, peut-être le temps que cela peut prendre parfois alors que les affaires du monde, elles, vont beaucoup plus vite, donc le temps perdu, et peut-être aussi l'instabilité. Est-ce que ces défauts-là que l'on attribue souvent à ces systèmes vous paraissent pertinents ? Alors, d'abord, je rebondis sur ce qu'a dit Paul Magnet. La Belgique n'a pas été empêchée de fonctionner dans les 541 jours où il y a eu en effet Verhofstadt qui gérait les affaires courantes. Les affaires courantes ont été gérées, exactement. Voilà. Et si on va aller plus loin, plus rapidement, il y a eu des élections aux Pays-Bas en novembre et le gouvernement a été mis en place la semaine dernière, donc c'est 7 mois. Il n'y a pas eu de rupture, les Pays-Bas ne sont pas effondrés parce que le gouvernement gérait les affaires courantes. Donc, il faut arrêter de penser en France ce système comme quoi, s'il n'y a pas de majorité, c'est ingouvernable. Ça suppose en effet, comme l'a dit Paul Magnet, qu'on change un peu nos mentalités, nos postures et qu'on tienne compte de ce qui s'est passé en France avec en effet le choix de Français de donner la majorité à personne, pas plus à la gauche qu'à la droite. Donc, il y a 3 blocs, et donc il va falloir faire quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire en France, parce qu'en effet, il y avait un système majoritaire, il y avait la possibilité d'avoir une majorité. Mais je rappelle 2 choses. Nous avons les Britanniques. Les Britanniques ont un scrutin majoritaire à un tour. Cette fois-ci, il y a eu une majorité absolue. Mais dans le passé, il est arrivé que le parti travailliste, ou plutôt récemment conservateur, puisqu'on était là en 14 ans, que le Parti conservateur n'est pas la majorité à lui seul. Et donc, on se souvient qu'il y a eu une première coalition avec David Cameron, premier gouvernement conservateur récent, avec les libéraux-démocrates, donc les amis de M. Macron aujourd'hui, si je puis dire, et qu'une autre fois, il y a eu besoin de recourir à un petit parti, c'était Theresa May, le parti qui était unioniste en Irlande du Nord, pour pouvoir avoir une majorité à Westminster. Donc, même dans les pays dits majoritaires, quand il n'y a pas de majorité, on arrive à s'entendre. Je rappelle aussi qu'en Grèce, quand il y a eu l'expérience Syriza, donc le parti d'extrême gauche qui avait gagné les élections largement, mais qui n'avait pas la majorité, il a fait une coalition avec un parti de droite, dur d'ailleurs. Donc, vous voyez, les modèles de coalition, elles ne sont pas forcément naturelles, mais elles s'imposent quelquefois pour avoir la majorité. Donc, qu'est-ce qui va se passer là si les hommes politiques qui sont élus aujourd'hui, qui font partie du cercle qui a été envoyé à l'Assemblée nationale, ne sont pas capables de s'entendre, les Français vont dire, mais alors, ça sert à quoi que j'ai voté, puisque je vous dis que je veux ça, donc faites avec. Et si on n'est pas capable d'entendre cette voix-là, on ne respecte pas le choix des Français. Or, ils sont les représentants de ce que les Français ont choisi. Donc, à eux de faire preuve de responsabilité et de sortir des postures où on va nous faire croire qu'il y a une union de la gauche qui est majoritaire aujourd'hui, c'est faux. Carole Winals, quand on regarde là encore le cas espagnol, tout le monde prédisait, espérait peut-être même d'ailleurs que le Parti socialiste ouvrier espagnol ne parviendrait pas à former de coalition et à gouverner dans ce cadre. Alors pourquoi ça a fonctionné ? Racontez-nous. Ça a fonctionné parce qu'on avait déjà eu... Vous parlez de quelle élection ? De celle de 2019 Je parle ou de celle de la 2023 coalition qui associe le PSOE à Ciudadanos. Alors, à Podemos, c'est maintenant Sumar, en fait. Au départ, il y avait déjà eu une répétition électorale. Et en fait, après la répétition électorale, il y en a eu une en 2016 et une en 2019. Après la deuxième répétition électorale, il avait bien fallu s'accorder les uns avec les autres. Il faut souligner que quand même, les divergences entre le leader de gauche, Pablo Iglesias, et Pedro Sánchez, elles étaient énormes. D'ailleurs, on a parlé du pacte de la collade, parce que les voir s'embrasser tous les deux, c'était vraiment une image qui a beaucoup impacté.
Ensuite, les journalistes d'El País ont écrit des chroniques, tout le monde parlait de c'est un gouvernement Frankenstein. Et après, toujours dans El País, ils ont commencé à dire le gouvernement est malade, parce qu'il y avait quand même 4 vice-présidences, 18 ministres, enfin ils ont essayé de mettre tout le monde dedans. Et en fait, après on a dit le malade, il a une bonne santé de fer quand même, parce que le malade, il a quand même tenu jusqu'en 2023 avec une vice-présidente qui des fois disait quelque chose, le président du gouvernement qui disait tout à fait le contraire, que ce soit en politique étrangère ou pour la gestion intérieure, mais ils ont quand même tenu les uns et les autres. C'est ça qui est absolument remarquable. Mais alors comment ils ont tenu? Ils ont changé de culture politique, pour reprendre les mots de Pascal Joannin. Ils ont fait des efforts, ils sont devenus adultes, pour reprendre les termes de Raphaël Glucksmann. Alors, je ne sais pas s'ils sont devenus adultes, mais ce qui est vrai, c'est qu'entre les 2 répétitions électorales de 2019, l'extrême droite de Vox a fait un bond prodigieux dans les sondages. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que quand même la poussée de l'extrême droite a fait que l'Espagne, qui est quand même marquée par une dictature qui est assez récente, la Constitution démocratique date de 1978, les uns et les autres se sont dit qu'ils allaient quand même faire des efforts. De fait, parmi ce gouvernement, pendant le premier gouvernement, c'est 4 ans en Espagne, premier gouvernement Sanchez, donc de 1900, il a été investi en janvier 2020 jusqu'en 2023, puisqu'ils ont avancé les élections, ils ont fait passer le plus grand nombre de lois qui ait jamais été passées en Espagne ces dernières années. On peut citer los ERTE, la réforme du droit du travail, on peut citer le top au gaz, vous savez, l'exception ibérique, comme vous dites vous, la loi de Solo si es si, avec le consentement des femmes, qui est assez problématique, mais bon, la revalorisation des pensions, la loi de mémoire démocratique, enfin il y en a au moins une dizaine, l'ingresso minimo vital, c'est-à-dire le salaire minimum, c'est eux qui l'ont fait voter, la loi trans, ils l'ont fait voter, la loi sur l'avortement, ils l'ont fait voter, la première loi sur le logement, ils l'ont fait voter, les impôts sur les grandes banques, ils l'ont fait voter, c'est-à-dire que ce gouvernement de coalition a fait voter les lois les plus importantes, on peut dire, de toutes les législatures espagnoles, ils l'ont pas toujours fait avec les mêmes majorités. Alors ce qui est très rigolo sur certaines lois, notamment c'était la loi du travail, la gauche voulait pas voter avec eux, la gauche voulait pas voter avec eux parce qu'ils trouvaient que leur réforme de loi travail pour le CDI n'était pas assez bonne, et en fait la loi est passée à une voix. Donc beaucoup de lois Sanchez, c'est ça qui est rigolo, sont passées à une voix, et la réforme de la loi travail, c'est parce qu'il y avait un député de droite, pas très doué, qui s'est trompé. Donc il a appuyé, donc la loi est passée. Mais les lois sont passées, elles sont passées, un chouïa, mais elles sont passées, voilà. Parce qu'un député s'est trompé aussi. Oui, non, mais je veux dire, mais c'est toujours passé comme ça. C'est un exemple de dire qu'en fait, ça peut passer. Paul Magnette, en quelques mots, quel est le travail concret aujourd'hui du nationaliste flamand Bart de Wever pour construire cette coalition qu'on évoquait un peu plus tôt? Il consulte l'ensemble des partis. Ils sont moins nombreux cette fois-ci que la fois précédente parce qu'il y a eu un peu moins de fragmentation politique et qu'il y a eu un vaste mouvement à droite, donc des partis de droite qui sont plus convergents. Il les consulte pour tenter de dégager les lignes d'un accord de gouvernement qui, chez nous, est traditionnellement extrêmement détaillé. J'ai négocié le dernier et on avait veillé vraiment à ce que les moindres détails de la réforme des retraites, de la réforme fiscale, etc., soient dans l'accord de gouvernement avant même l'installation du gouvernement, ce qui permet que ensuite le gouvernement ne soit certes pas un long fleuve tranquille, mais ait une certaine sérénité dans son existence. Et je rejoins ce que disait Pascal Joannin tout à l'heure, ça je pense que c'est un élément important. Quand on dit il n'y a pas de gouvernement, ça n'est pas vrai. Il y a toujours un gouvernement, même après une élection, dans ces périodes d'interrègne entre la fin d'un gouvernement et le début d'un autre, il y a ce qu'on appelle les affaires courantes et on peut faire énormément de choses en période d'affaires courantes. Un gouvernement d'affaires courantes, pour autant qu'il ait encore une majorité à l'Assemblée, sinon il est quand même affaibli politiquement, mais peut prendre toute une série de décisions à travers des actes exécutifs, peut et même souvent doit initier le processus de transposition des directives européennes au sein du Parlement. Et donc il y a des tas de choses qu'on peut faire. Pendant les fameux 541 jours, soi-disant sans gouvernement que nous avons connus en 2009-2010, 2010-2011, nous avons néanmoins continué à gouverner le pays. On est même entré dans une coalition contre la Libye, donc on a déclaré la guerre en période d'affaires courantes. Merci. Donc il ne faut pas dramatiser ces périodes-là, même si politiquement, évidemment, c'est toujours un peu fragile. Je me permets de vous couper, pardonnez-moi, vous êtes à distance et le temps est passé. Merci à tous les trois, Pascal Joannin, Carole Vinals, Paul Magnette. On va poursuivre cet échange, mais je passe le relais à Monsieur Mauduit et Madame Guéroux tout de suite pour s'attaquer à quelques préjugés. 7h, 9h, les matins d'été.
Quentin l'a fait. Suite de notre discussion sur le Tour d'Europe coalition mode d'emploi avec 3 invités. Pascale Joannin, elle est directrice de la Fondation Robert Schuman, avec Carole Vinals. Elle est maître de conférences à l'Université de Lille, spécialiste en civilisation de l'Espagne contemporaine, et Paul Magnette à distance, professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Il est ancien ministre également du gouvernement fédéral belge, actuellement bourgmestre de Charleroi, président du Parti socialiste belge. Je voudrais vous faire commenter, Pascale Joannin, une somme de conseils que nous donnait le quotidien Le Soir. Il s'adressait au peuple de France pour nous apprendre peut-être à former quelques coalitions sur le ton de l'humour. Je les cite: restez zen. Sachez qu'au début, personne ne voudra gouverner ensemble. En campagne, vous l'avez vu, ils sont copieusement insultés, détestés. On prononçait des jamais, des CE ou nous, tellement définitifs. Cela ne doit pas vous effrayer. Sachez qu'en général, ce qui est vrai le samedi avant les élections ne l'est plus le lundi d'après. C'était pour rire, fin de citation. Ce que dit en creux cet extrait et ses recommandations peut-être du quotidien Le Soir, c'est qu'il faut apprendre à faire des coalitions. Exactement, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas habituel en France, parce que avec le mode de scrutin qui est le nôtre, normalement on s'attend à avoir une majorité absolue. Et que n'en a pas, et que cette fois-ci on n'en a vraiment pas. Donc il y a le choix de faire l'autruche et de se dire je reste dans mon couloir, dans ma posture, dans ma zone de confort et je n'en bougerai pas, ou de se dire les Français ont voté, on peut de façon pas redissoudre l'Assemblée nationale constitutionnellement avant un an, donc est-ce qu'on bloque le pays? Est-ce qu'on bloque le pays par mauvaise volonté? Donc est-ce qu'il faut du temps? Pour l'instant il y a un gouvernement de transition, on va dire, qui est encore là. Ça fait peut-être pas plaisir à ceux qui ont voté, mais en tout cas en attendant que les choses se décantent, on va avoir peut-être un passage. On n'est pas pressé, comme on l'a rappelé tout à l'heure. C'est pas parce qu'il y a pas un gouvernement dans le lendemain ou le surlendemain d'une élection qu'il y a blocage. Simplement, il faut apprendre à travailler ensemble et en effet travailler pour faire quoi? Parce que bien entendu, on peut se dire on va le faire, mais sur quoi? Et c'est ça peut-être ce qui va prendre le plus de temps. Mais c'est ça peut-être qui frappe aussi dans notre culture politique française, c'est cette idée que des engagements pris le jour 1 seront tempérés en jour 2 ou 3, parce qu'il s'agit de faire des coalitions et qu'un engagement en campagne n'en est véritablement pas un, puisqu'il sera modifié au moment de transiger avec des partenaires peut-être. On n'a pas attendu la coalition. Moi j'ai entendu dans le programme, enfin dans les candidats qui se sont... beaucoup de choses qui ont été amodiées au fur et à mesure qu'on a projeté l'élection, parce qu'il y a des propositions qui peuvent être sympathiques, etc. Mais on sait très bien qu'elles ne seront pas mises en œuvre. Je rappelle quand même qu'il y a quelques règles qui s'imposent à nous, des règles européennes, et notamment en matière économique, on a des choses à respecter. Donc on peut pas promettre n'importe quoi, parce que ça c'est de l'irresponsabilité, puisque ensuite vous n'appliquerez pas votre programme. Donc il y a des éléments en effet qui sont un peu extrêmes chez nous, qui donnent mais au milieu, enfin dans une fourchette qui est de gens qui se sont succédés au pouvoir dans les années précédentes, mais qui n'ont jamais travaillé ensemble, alors qu'en Allemagne, la gauche et la droite ont fait des grandes coalitions. Madame Merkel a fait des coalitions avec le SPD, et ça a marché. Donc pourquoi nous on n'y arriverait pas? On est quand même on est des Gaulois, d'accord, mais on n'arriverait pas à le faire, alors que tout le monde l'a fait. Simplement, il faut se mettre d'accord sur un programme. Paul Magnette disait qu'en Belgique ou en Allemagne, c'est écrit à la virgule près, etc. On a bien vu aux Pays-Bas que Geert Wilders, qui est un ami de Marine Le Pen, a eu beaucoup d'eau dans son vin pour arriver à convaincre d'autres partis, et il n'est pas Premier ministre. Et voilà. Donc, il y a des tas de choses qui doivent être apprises en France, et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe. Et encore une fois, on a au Parlement européen des élus français qui siègent dans des groupes différents. Et qui forment qui votent ensemble au Parlement européen. Alors pourquoi ils le feraient à Strasbourg et pas à Paris? Paul Magnette, vous êtes désormais un responsable politique d'opposition, puisque vous n'intégrerez pas la coalition qui est en train d'être formée aujourd'hui en Belgique. C'est quoi être un bon responsable d'opposition constructif dans le cas d'une coalition ? Alors ça, je vais le découvrir au fur et à mesure, parce que c'est pour moi une grande première. Donc je suis en train d'essayer de façonner ce rôle. J'imagine que vous avez quelques idées.
J'ai quelques idées, oui, on est en train de s'inspirer notamment de la pratique britannique du shadow cabinet, c'est-à-dire de montrer à chaque action du gouvernement que, à la fois, on peut illustrer les limites de l'action du gouvernement, mais aussi chaque fois proposer des alternatives et donc tenter d'être constructif. Mais c'est un rôle qui se construit petit à petit. Mais je voudrais réagir rapidement à ce que disait Pascal Joannin. Moi, j'entends tous ces appels en France à tenter la culture du compromis, faire des coalitions, etc., etc. Mais il me semble que l'on sous-estime très profondément l'importance des règles du jeu. La règle du jeu des institutions détermine très profondément, oui, la règle électorale, l'existence d'un régime présidentiel, d'un président qui est élu au suffrage direct et qui a des pouvoirs très étendus et pas seulement en politique étrangère. Ça change radicalement les choses. Si vous demandez à une équipe de football tout d'un coup de jouer un match de football sur un terrain de rugby avec un ballon ovale et selon les règles du rugby, eh bien ça ne fonctionnera pas. De la même manière, vous ne pouvez pas demander à un personnel politique qui a grandi et qui se construit dans un système majoritaire et présidentiel de tout d'un coup découvrir les vertus d'un gouvernement, de coalition, des compromis, etc. Ça ne marchera pas tant que la règle du jeu n'est pas changée. Parce que les partis, et c'est normal, pensent non seulement à gouverner le pays, à demain, mais pensent aussi à l'élection suivante. Et donc ils savent très bien que si aujourd'hui ils brisent des coalitions, des alliances qu'ils ont formées autour du clivage gauche-droite pour tenter de former des coalitions centristes, ils perdront les élections suivantes et c'est la meilleure manière de finir par amener le Rassemblement national au gouvernement, voire même à la présidence de la République. Et donc il faut, je crois, si on veut se dire que la culture politique française doit évoluer parce que cette tripartition de l'espace politique français est probablement là pour durer, il faut aussi ouvrir un débat sur le mode de scrutin et sur les prérogatives du chef de l'État. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Carole Vinals, est-ce que le cas espagnol contredit ce que vient de dire Paul Magnet? Dans le fond, depuis 2015, les responsables politiques espagnols ont bien appris la culture de la négociation. Alors à propos des règles du jeu, donc hier j'ai relu entièrement la Constitution espagnole et j'ai rien trouvé spécifiquement sur les accords de coalition. Il y a rien. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de c'est texte uniquement de la pratique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a rien. Je vous assure, j'ai tout relu, j'ai pas trouvé. On vous croit. Il n'en reste pas moins qu'en 2019, sur les 350 sièges, on avait 190 qui venaient de l'Espagne périphérique. Les Espagnols, ils y sont arrivés. Mais c'est quand même un système parlementaire. Et si vous regardez le titre 5, Título 5 de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, surtout l'article 108, el gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de sus diputados. C'est-à-dire que le Congrès est garant de ce que fait le gouvernement. C'est-à-dire, c'est vraiment un État parlementaire, le système espagnol, où il n'y a pas de séparation stricte entre l'exécutif et le législatif. Et il y a bien une relation de collaboration. Et ça se trouve très clairement dans la Constitution espagnole. Et c'est d'une manière très forte, parce qu'il y a deux types de contrôle dans la Constitution espagnole par rapport à ce que fait l'exécutif. Il y a le contrôle ordinaire qu'on connaît avec les questions habituelles, mais il y a aussi le contrôle de responsabilité. Un contrôle de responsabilité qui est aussi très fort et qui peut obliger le gouvernement à démissionner. Et ça, c'est dit très clairement avec une question de confiance qui est décidée par le président du gouvernement. Et ça, c'est très bien fait parce qu'en fait, la question de confiance avec une majorité simple. Voilà, donc question de confiance. Donc Sanchez l'a fait plusieurs fois. Et aussi, il y a la motion de censure qui avait marché en 2018. Mais la motion de censure, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est ce qui donne de la stabilité au gouvernement de coalition. Voilà, parce qu'en fait, je suis en train de répondre à la question de comment ça joue. Et la motion de censure, c'est beaucoup plus compliqué que la question de confiance, parce que la question de confiance, c'est une majorité simple. Donc chez nous, c'est 176. Mais la motion de censure, c'est on doit présenter un candidat. Et là, il faut une majorité absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, est-ce que cette culture de la négociation, pour revenir à cette expression que vous avez vous-même employée, est-ce qu'elle naît grâce aux institutions, par le truchement des institutions, ou au fond c'est les responsables politiques qui se forment eux-mêmes? Oui, ça ils l'ont fait eux-mêmes parce que c'est pas dans les textes. La seule chose qui soit dans les textes, c'est justement le contrôle de ce que fait le gouvernement à travers le Parlement et d'une manière assez stricte. Oui. Alors, Pascal Joannin. C'est vrai que nous, on a un système institutionnel où, en effet, on a un président de la République. On parlait de la France, là. Oui. Ils ont un roi en Espagne. Il faut regarder, il y a quand même des... Et donc, c'est pas le même... voilà. C'est une monarchie parlementaire. Et c'est le cas de toutes les monarchies en Europe. Il en reste 6 ou 7. Mais en France, on a ce système présidentiel qu'a bien évoqué Paul Magnet, et que l'élection phare, en effet, c'est l'élection présidentielle. C'est vrai. Et que on peut pas changer ça, sauf à changer, en effet, la Constitution, qui nécessite de toutes les façons, pour un changement de Constitution, des règles qui sont très strictes également.
Ceci étant dit, comme ce système existe aujourd'hui et qu'on peut pas tout changer en l'espace de peu de temps, il y a quand même de la part de certains membres de l'Assemblée aujourd'hui la question qui doit se poser ce matin et qui doit peut-être se poser depuis lundi, c'est sur quoi, quels sont les textes dont la France a besoin immédiatement, pour lesquels il faut qu'on ait un vote pour faire avancer les choses, parce qu'on ne veut pas rester en l'état. Alors c'est peut-être pas forcément un grand programme comme en Allemagne ou comme en Belgique, mais ça peut être quelque chose qui est les 10 principales mesures qu'il faudrait faire pour montrer que, voilà, alors c'est peut-être plus du cas par cas, mais si on ne le fait pas, moi je dis, attention, les Français vont certainement montrer leur mauvaise humeur et vont dire, mais alors on vous élit et vous n'êtes pas capable de le faire. Vous avez évoqué tout à l'heure, Pascal Joannin, le cas du Parlement européen. C'est peut-être le premier Parlement dont on aurait dû parler dans cette discussion. Comment les coalitions se dessinent-elles au Parlement européen ? Alors, selon la méthode D'Hondt, il faut renvoyer ça. Expliquez-nous. C'est une méthode. C'est un des calculs de la proportionnelle. Il y a plusieurs systèmes. Il y a Sainte-Laguë, il y en a quelques autres, et donc certains. Mais dans la majorité des pays membres de l'Union européenne, c'est le système D'Hondt. Donc ça veut dire que vous prenez en effet les voix obtenues. Vous savez que c'est 27 élections, le Parlement européen. Vous avez donc 27 élections. Vous coalisez en effet dans certains groupes un certain nombre de députés qui viennent de différentes nationalités. Il faut 23 élus par cet État pour avoir un groupe. Et donc à partir de là, en fonction de l'importance que vous avez donc reçue du mandat, vous avez une position qui vous permet de demander tant de postes de vice-président, tant de postes de commission. Voilà. Et que donc après, il y a des arbitrages. Le premier parti dit j'aimerais telle et telle commission. Le deuxième dit mais moi j'aimerais aussi celle-là. Donc on essaie de se mettre d'accord. Et on essaie aussi quelquefois de se mettre d'accord pour bloquer des gens dont on ne veut pas. Et au Parlement européen, jusqu'à présent, il y avait un peu un arc républicain, un cordon sanitaire qui a été fait sur les extrêmes droites, voire les extrêmes gauches, qui ne participaient pas à cette gouvernance. Et là, on va avoir donc la semaine prochaine la séance constitutive du Parlement européen qui a été votée le 9 juin, avec en effet, est-ce que cette fois-ci, on va ouvrir ou pas cette gouvernance européenne à de nouveaux groupes qui se sont montrés. Pour l'instant, on a le PPE qui est arrivé en premier, le SED en deuxième, Renew qui est peut-être maintenant plus troisième ni quatrième et cinquième, les Verts. Mais tout ça se fait dans un accord. Il y a les conservateurs et réformistes européens, mais par contre le nouveau groupe de M. Orban, où siège le Rassemblement national, est un peu blacklisté. Et donc je ne suis pas sûre qu'ils obtiennent, autre que leur groupe, des présidences. Visiblement, ça va se décider la semaine prochaine. C'est intéressant, ces coalitions qui se forment contre des groupes, contre des partis en particulier. Carole Winals, est-ce que cette opposition, justement, ces coalitions se sont formées en Espagne, parfois contre des groupes en particulier? Souvent, d'ailleurs, en Europe, c'est contre l'extrême droite. Non, parce que le cordon sanitaire, c'est quelque chose de typiquement français. D'ailleurs, c'était assez frappant quand il y a eu les élections à Barcelone. En fait, c'était Manuel Valls qui, lui, s'est désisté, parce qu'il avait candidaté, qui s'est désisté pour empêcher la droite et l'extrême droite de faire alliance. Tout le monde a été surpris qu'il fasse ça, mais parce que il est français. Donc, lui, il appliquait le cordon sanitaire français. C'est un truc qui ne se fait pas en Espagne. Il faut dire que l'extrême droite espagnole, avant, elle était dans le parti de droite. Donc, du coup, c'est pas la même culture des coalitions. Paul Magnette, c'est une chose de former des coalitions au sein du Parlement, c'en est une autre de composer un gouvernement à partir de ces coalitions parlementaires. Comment ça se passe en Belgique concrètement, la formation cette fois-ci des gouvernements? Alors, ce sont les partis qui se choisissent les uns les autres dans un premier temps. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'il faut trouver un certain nombre de convergences entre un certain nombre de partis qui réunissent une majorité parlementaire. Et puis ensuite, il y a négociation d'un accord
au consensus, et puis finalement répartition des fonctions selon la règle d'Hondt que vient d'évoquer Pascal Joannin, qui est d'ailleurs du nom d'un célèbre mathématicien belge, qui est un système qui répartit les responsabilités, qui donne à chaque parti un certain nombre de points en fonction de son nombre de sièges, et qui leur permet de savoir combien de responsabilités ils peuvent réclamer, et qui établit aussi un ordre de passage, si on veut, ou un ordre de choix entre les différentes formations politiques. Donc ça fonctionne globalement pas mal, et effectivement ça fonctionne aussi dans le système du Parlement européen. Mais à nouveau, je pense que ce qu'on oublie, c'est que tout le marasme dans lequel la France est plongée vient en grande partie des interventions du président de la République. C'est le président de la République qui a décidé, Emmanuel Macron, de gouverner sans majorité. C'est le président de la République qui a décidé d'imposer des réformes en utilisant le 49.3, en ce compris sur des sujets extrêmement sensibles comme la réforme des retraites. Et c'est encore le président de la République qui a dissous l'Assemblée et qui a créé cette cacophonie. Et donc, c'est pour ça que toutes les analogies qu'on veut faire avec les systèmes parlementaires, les monarchies constitutionnelles, la Commission européenne, ne fonctionnent pas, parce que ce qui fait fonctionner la culture du compromis dans ces pays, c'est justement l'absence d'un pouvoir jupitérien qui peut comme ça tout d'un coup imposer des orientations à la vie politique qui créent ce chaos dans lequel on est aujourd'hui. Il ne pourrait pas y avoir de culture du compromis et de culture de coalition sans une vraie culture proportionnelle et donc un mode de scrutin proportionnel, et sans réduire le pouvoir d'intervention du président de la République dans la vie politique française. Si on veut trouver une solution à court terme, plutôt que de regarder du côté du Parlement européen et de la Commission, ou plutôt que de regarder du côté de l'Espagne et de l'Allemagne, il me semble que la seule formule européenne qui soit applicable à la France dans le régime politique actuel de la France, c'est ce qui se pratique dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, pendant très très longtemps, il était impossible de réunir des majorités absolues et même des majorités simples, et donc ces pays ont pris l'habitude de gouverner avec des gouvernements minoritaires. Mais la différence avec la France, c'est que ces gouvernements minoritaires n'imposaient pas leur choix minoritaire à travers le 49.3. Ces gouvernements minoritaires dissociaient d'un côté le travail du gouvernement, qui peut faire un certain nombre de choses à travers des actes exécutifs, mais qui est limité dans son action, et d'un autre côté, le travail du Parlement. Ça veut dire que demain, on pourrait avoir un gouvernement minoritaire en France, soit à partir du nouveau Front populaire, soit peut-être à partir d'un bloc de droite ou de centre-droit, mais il ne pourrait pas imposer ses orientations, il pourrait prendre quelques dispositions par acte exécutif, et puis ensuite, il devrait trouver des majorités au cas par cas au sein du Parlement. Et c'est très sain démocratiquement, parce que ça replace, ça crée alors une vraie culture du compromis qui se construit petit à petit dans la culture parlementaire, ce qui est beaucoup plus sain, parce que ça se fait en toute transparence, et non pas dans des accords obscurs passés entre chefs de parti, et parce que ça diffuse petit à petit dans le personnel politique cette culture du compromis, cette culture des concessions réciproques. Et donc je voudrais recommander à tous les auditeurs de France Culture une excellente série, qui est la série Borgen, qui explique comment ça se passe au Danemark et qui permet de voir là une chef de gouvernement minoritaire qui parvient néanmoins à gouverner son pays, mais en acceptant d'entrer dans une logique de concertation très intense avec les formations politiques pour former des coalitions au cas par cas. Pascal Joannin, est-ce que la France ira de toute façon, forcée ou contrainte, sur la voie de ce système de coalition ? Là, aujourd'hui, on ne voit pas quelle autre orientation il pourrait y avoir, puisque nous avons une situation où aucun bloc naturel à la majorité. Et donc, on ne va pas pouvoir l'arme qui risque de se renverser dans le cas que vient de mettre Paul Magnette et que vous avez évoqué, c'est le fait que si ça ne plaisait pas, il pourrait y avoir une motion de censure. Et donc là, on se retrouvait dans un cas de blocage. Donc il faut faire attention à veiller à trouver une solution qui permette en effet d'avancer et pas de reculer, avec en effet le risque de cette épée de Damoclès que peut avoir une coalition de ceux qui sont exclus du compromis pour faire une motion de censure, et on pourrait être sur certains sujets tenté de croire que les extrêmes se rencontreraient. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin nous éclairer avec des lumières européennes. Pascal Joannin, Carole Vinals, Pog Magnette. Et c'est l'heure de retrouver Marie Sorbier depuis Avignon.